on a vu la section efficace, on avait dit que c'était proportionnel à Z5 qui est inversement proportionnel à l'énergie. Donc à hautes énergies, l'effet photoélectrique est peu probable. Ensuite, on a vu l'effet Compton. Donc on avait dit que c'est une diffusion d'un photon avec un électron libre ou bien faiblement lié. Donc le photon, si vous voulez, communique une partie de son énergie à l'électron, qui s'appelle l'électron Compton. Donc il va partir avec une certaine énergie cinétique TE, et il va faire un angle phi par rapport à la direction initiale. Ensuite, il y a un photon diffusé, H' qui sera diffusé à un angle θ. Ensuite, on a écrit les lois de conservation de l'énergie, conservation de la quantité du mouvement, et on a fixé θ, et par la suite, on a déterminé H' et TE, et on peut aussi déterminer phi. Donc l'expression de H', comme vous voyez, donc il dépend de θ. Donc là, vous voyez bien qu'il y a dépendance de θ. Donc l'énergie cinétique de l'électron aussi, il dépend de θ. Donc ce n'est pas des constantes, c'est pas comme le photoélectron. Le photoélectron, il prend TE égale H', égale une constante. C'est-à-dire pour le détecteur, par exemple, si on a un scintillateur, donc lorsque le photoélectron, si vous voulez, c'est lui qui, donc le photon, il va interagir avec l'électron, on obtient le photoélectron qui est un électron, et le photoélectron, si vous voulez, il va exciter les molécules, etc. Par la suite, à la fin, si vous voulez, l'énergie déposée à l'intérieur du détecteur, donc l'amplitude du signal sera proportionnelle à l'énergie déposée dans le détecteur. Donc de ce fait-là, l'amplitude du signal va être une constante. Ça veut dire que tous les photoélectrons, ils vont nous donner un signal qui a la même amplitude. Donc on va avoir tout simplement un pic qu'on appelle pic photoélectrique. Dans le cas de l'effet Compton, vous voyez que l'électron peut prendre différentes énergies. Donc TE, il dépend de θ. Donc vous voyez que TE, il dépend de θ. Donc ce TE-là, il peut varier entre 0 et une certaine valeur maximale. Donc le maximum d'énergie que peut prendre l'électron Compton, ou TE max, qui est égal à E gamma sur 1 plus M0 C carré sur 2 E gamma. Donc quand est-ce qu'on obtient ça? C'est lorsque θ égale à pi. Ça veut dire que le photon il frappe, d'accord? Il y a la diffusion, et le photon diffusé revient en arrière. Donc le photon diffusé, il sera diffusé à θ égale à pi. Donc si l'électron est rétrodiffusé, le photon est rétrodiffusé, donc l'électron va partir avec l'énergie cinétique maximale. Donc les électrons Compton vont avoir des énergies qui varient entre 0 et une valeur maximale. Donc si maintenant je veux tracer par exemple le spectre, c'est la variation, c'est le nombre de gamma détectés en fonction de leurs énergies. Donc l'effet photoélectrique va se traduire par un pic photoélectrique, c'est H nu, d'accord? Parce que TE, d'accord, TE égale H nu, TE max. Donc TE égale H nu. Donc tous les photoélectrons vont avoir la même énergie, TE égale H nu. Donc ça nous donne un pic photoélectrique. Ça, si on veut, c'est l'amplitude. Ça, c'est l'amplitude où il y a l'énergie, l'amplitude du signal, elle est la même. Donc tous les photoélectrons vont donner le même signal. L'effet Compton, vous voyez que l'énergie perdue, c'est l'énergie perdue par l'électron. Et l'électron va avoir une énergie qui va résider entre 0 et TE max. Donc je vais avoir des amplitudes des signaux qui vont varier entre 0 et une certaine valeur maximale. Donc si maintenant le spectre, si je trace le spectre, ça va se traduire par quelque chose qui est comme ça. Et ça correspond à TE max. TE max, c'est ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le franc Compton. Et ça, c'est la distribution Compton. Vous voyez qu'on obtient quelque chose qui varie entre 0 et une valeur maximale. Vous voyez qu'expérimentalement, on retrouve les deux effets. L'effet photoélectrique se traduit par un pic photoélectrique parce que le photoélectron va avoir une seule énergie, H nu égale TE. Par contre, l'effet Compton, j'ai dit TEC, ça varie entre 0 et une valeur maximale. Vous voyez qu'il varie en fonction de θ. Donc le maximum, c'est lorsque θ égale à pi. Le photon est rétrodiffusé. La particule qui est émise à θ, c'est le photon. Donc le photon est rétrodiffusé et l'électron va en avant. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, l'électron va prendre le maximum d'énergie. Donc voilà comment se traduit l'effet Compton. Du point de vue probabilité, on avait dit la dernière fois que c'est proportionnel à Z. C'est-à-dire pour arrêter les photons par effet Compton, il faut choisir toujours un milieu dense qui possède un Z élevé, d'accord, Z grand. Maintenant, la variation en fonction de l'énergie, vous voyez que plus E est grande, plus la section efficace ou bien la probabilité est faible. Donc ça veut dire que c'est peu probable pour avoir l'effet Compton si on travaille à
à haute énergie. Donc à haute énergie, c'est-à-dire si le photon possède une énergie, par exemple 4 MeV, 5 MeV, 100 MeV, 200 MeV, donc là pratiquement il n'y a ni effet photoélectrique ni l'effet Compton. Pratiquement on va avoir l'effet création de paire qui va devenir dominant. Donc l'effet photoélectrique c'est quelques 100 keV, 200 keV, d'accord. L'effet Compton pour des énergies de l'ordre de quelques MeV, 1 MeV, 1,2, 1,3, etc. Et ça diminue. Donc plus l'énergie augmente, plus l'effet Compton, la probabilité est faible pour avoir l'effet Compton. Donc voilà, si vous voulez, pour l'effet Compton qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, on passe au troisième phénomène. Le troisième phénomène, ça s'appelle phénomène de création de paires ou bien effet de création de paires ou bien matérialisation. D'accord. La dernière fois, on avait vu l'annihilation. Et on avait dit l'annihilation, c'est lorsque j'ai un électron, un positron, donc lorsque le positron s'arrête, il s'associe avec un électron, et il nous donne le positronium, et le positronium il vit très peu, 10-17 secondes à peu près, et il se désintègre pour donner 2 photons gamma d'énergie 0,511 MeV. Ça c'était la matière qui devient énergie, ce qu'on appelle annihilation. Ça c'est le contraire maintenant. Maintenant j'ai un gamma qui a une énergie élevée, donc le gamma maintenant va se transformer et il va me créer la matière, il va me créer un électron et un positron. Donc ce n'est pas des électrons du milieu, d'accord. Les électrons, ce n'est pas des électrons du milieu, mais c'est des électrons qui sont matérialisés. À partir du gamma, c'est le gamma qui va produire ces 2 particules, donc je vais avoir un électron positif et un électron négatif. Donc c'est ça ce qu'on appelle le phénomène de matérialisation. Donc c'est le contraire de l'annihilation. L'annihilation c'était matière devient énergie. Maintenant matérialisation ou bien création de paires, c'est l'énergie qui va devenir matière. D'accord. Il va me donner un électron et un positron qui vont partir avec des énergies cinétiques. D'accord. Donc c'est ça c'est la matérialisation. Maintenant pour avoir la matérialisation, la première chose à dire c'est qu'il faut déjà que h nu soit supérieur à 2m0c². C'est-à-dire si j'ai un photon h nu, il va me produire un électron et un électron. Donc chaque électron possède une masse 0,511 MeV. Donc l'énergie de le gamma doit être supérieure aux masses créées. Les masses créées c'est 2m0c², c'est-à-dire 1,022 MeV. Donc obligatoirement, il faut que h nu soit supérieur à 2m0c², c'est-à-dire 1,022 MeV. S'il est inférieur, je ne peux pas avoir. Avec 20 centimes, je ne peux pas acheter quelque chose qui coûte 60 centimes. Si j'ai 20 centimes, je peux acheter 10, il me reste 10. Le 10, c'est le transport. Donc pour les particules, ça va être l'énergie cinétique. Mais je ne peux pas avoir l'effet création de paires si h nu est inférieur à 1,022 MeV. Ça c'est au voisinage du noyau, on va le voir tout à l'heure. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on est en présence de la matière. Si on est loin de la matière, c'est-à-dire s'il n'y a pas de présence des atomes, il y a des électrons, etc., je ne peux pas avoir l'effet création de paires. Donc création de paires, obligatoirement, il faut la présence de la matière. Ça veut dire dans l'air ou bien dans un matériau quelconque, le plomb, l'aluminium ou autre. D'accord. Mais sans la matière, l'effet création de paires ne peut avoir lieu. Ça, on peut le démontrer. On peut le démontrer. Donc, phénomène de création de paires, donc j'ai un photon h nu, supposons que j'ai un noyau, la matière. C'est la matière, c'est un milieu. D'accord. Dans ce coup, si vous voulez, ça c'est l'état initial. L'état final, je vais avoir un électron, donc l'énergie m0c² et un autre électron, m0c². Ça c'est la direction initiale. Là, il va faire un angle θ et ça c'est un angle phi. Donc ça c'est T2 et ça c'est T1. Donc P1 et P2, quantité de mouvement. Voilà, si vous voulez, le phénomène de création de paires. Photon, d'un seul coup le photon disparaît et il va créer un électron et un positron qui seront diffusés à un angle θ et phi. Ils vont partir avec des énergies cinétiques T1 et T2. En général, T1 égale à T2. Maintenant, ça c'est la question que vous avez même en TD, on vous demande de montrer que l'effet création de paires ne peut avoir lieu dans le vide. Ça veut dire si on est loin de la matière, vous montrez que c'est impossible. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait pour l'effet photoélectrique. D'accord. Donc là, la même chose. On vous demande de montrer que le phénomène de création de paires ne peut avoir lieu dans le vide. Donc on suppose qu'il peut avoir lieu dans le vide, on écrit la loi de conservation de l'énergie, conservation de la quantité du mouvement, et on essaie de montrer qu'il y a contradiction. Conservation de l'énergie, conservation de la quantité du mouvement donnent des choses contradictoires. S'ils donnent des choses contradictoires, c'est impossible. D'accord. On doit avoir normalement la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire. Je suppose maintenant que je suis dans le vide. Là, donc il n'y a pas de noyau. Ça c'est le vide. Photon, il a donné un électron positron. Donc on suppose, on va l'écrire, on suppose
Donc on suppose que la création des paires est possible dans le vide, loin de la matière, dans le vide. D'accord? Ça, c'est, on suppose ça et on va travailler. Donc, la première chose à faire, c'est conservation de l'énergie. Ça, c'est la première chose, conservation de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai? Conservation d'énergie à l'état initial. J'ai H nu, je n'ai rien. J'ai uniquement H nu. C'est ça l'état initial. Je n'ai pas de noyau. J'ai H nu est égal à quoi? Est égal à MEC carré plus MEC carré plus T1 plus T2. D'accord? Ou bien, si je veux le dire, c'est l'énergie totale de la particule 1, l'électron, plus l'énergie totale de la particule 2, c'est-à-dire le positron. Donc, je peux écrire ça, par exemple, en fonction de E, en fonction de T, ou bien en fonction de la quantité de mouvement. Puisque la quantité de mouvement, on va utiliser ça par la suite. Donc, j'utilise, par exemple, la quantité de mouvement. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la racine de P1 au carré C carré plus M0 au carré C4 plus racine carrée de P2 au carré C carré plus M0 au carré C4. D'accord? Donc, E1, c'est l'énergie totale de l'électron. L'énergie cinétique totale de l'électron, c'est M0 C carré plus T1. Ou bien, si je l'écris en fonction de la quantité de mouvement, c'est tout simplement racine carrée de P1 au carré C carré plus M0 au carré C4. Donc, je l'écris comme je veux. Donc, voilà ce que ça vous donne, donc la conservation de l'énergie totale. Donc, ça, c'est une première équation. Maintenant, j'écris la conservation de la quantité de mouvement. Conservation de la quantité de mouvement. Donc, si j'écris la loi de conservation de la quantité de mouvement, qu'est-ce que j'ai? J'ai H nu sur C. J'ai H nu sur C, en vecteur, égale P1 plus P2. P1 plus P2. Si je projette ça, par exemple, sur l'axe des X, je projette sur l'axe des X. Ça, c'est l'axe des X. Donc, si je projette, donc H nu, donc ça veut dire projection par rapport à X. Donc, ça me donne H nu est égal à P1C cosinus θ plus P2C cosinus phi. Donc, ça, c'est la deuxième relation. Donc, j'ai la relation numéro 1 et j'ai la relation numéro 2. Et si j'ai H nu égale ça, et si j'ai H nu égale ça. Maintenant, j'essaie de voir est-ce que ça marche, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ici. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cosinus θ et cosinus phi sont inférieurs ou égal à 1. Toujours, ils sont inférieurs ou égal à 1. Donc, si je compare, si vous voulez, H nu à P1C et P2C. Le maximum, c'est-à-dire H nu, il est maximal lorsque H nu égale P1C plus P2C, lorsque cosinus phi et cosinus θ égale 1. D'accord? Mais maintenant, si j'élimine ça, donc qu'est-ce que je vais avoir? H nu, il est supérieur ou il est inférieur? Si je le compare à P1C plus P2C. Inférieur ou supérieur? Donc, si je compare avec P1C plus P2C. Inférieur ou égal. D'accord? Il est toujours inférieur ou égal. Donc cosinus θ est inférieur ou égal à 1 et cosinus phi est inférieur ou égal à 1. Donc ça implique. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai H nu est inférieur à P1C plus P2C. Maintenant, si je regarde l'expression 1, H nu égale ça plus ça. Donc si je compare H nu avec P1C et P2C. Donc H nu, donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que H nu, si je la compare à P1C plus P2C, strictement supérieur. D'accord? Il y a un de M0C carré qui n'est pas égal à 0. Donc H nu, il est strictement supérieur à P1C plus P2C. D'accord? Donc ici, j'ai H nu inférieur ou égal à P1C plus P2C. Ça, c'est 2.
1 implique H nu est inférieur à P1C plus P2C, et de l'autre côté, j'ai H nu inférieur ou égal, c'est strictement supérieur, et de l'autre côté, il est inférieur ou égal. D'accord? Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc H nu ne peut pas être supérieur d'un côté, et de l'autre côté, il est inférieur ou égal. Impossible. D'accord? Donc ça, c'est contradiction. Donc si j'ai contradiction, qu'est-ce que je veux dire? La supposition que j'ai faite au début, c'est le raisonnement par absurde. Donc la supposition que j'ai faite au début est fausse. Donc si j'ai contradiction, ça implique tout simplement l'effet création de paires est impossible dans le vide. Donc obligatoirement, on doit avoir création de paires en présence de la matière. Obligatoirement, on doit avoir la matière. S'il n'y a pas de matière, je ne peux pas avoir phénomène de création de paires. Maintenant, on a montré, si vous voulez, ça vous l'avez en TD. Donc, le même exercice que vous avez, on vous demande de montrer ou bien de déterminer l'énergie minimale que doit avoir le photon incident pour avoir effet création de paires au voisinage d'un noyau et au voisinage des électrons. C'est ça la question. Déterminer l'énergie minimale que doit avoir le photon incident pour avoir phénomène de création de paires. Donc maintenant j'ai ça, j'ai H nu et il y a un noyau. Et à l'état final, je vais avoir le même noyau, il va rester. Donc ça c'est M0 C carré, ça c'est le noyau, un noyau de masse M0 C carré. Et ça c'est le même noyau, il va rester à l'état final, M0 C carré. Donc à l'état initial, vous voyez que j'ai un noyau fixe et j'ai le photon qui vient. Donc je suis dans le système du laboratoire. D'accord? Le photon et le noyau, si vous voulez, qui est au repos. Donc j'ai l'énergie totale dans le système du laboratoire. Donc si je raisonne dans le système du laboratoire, j'ai l'énergie totale qui est égale tout simplement à H nu plus M0 C carré. L'état initial, j'ai un noyau et j'ai un photon. Donc l'énergie totale du système, c'est H nu plus M0 C carré. La quantité de mouvement total, P, est égale à quoi? Est égale à, c'est l'énergie, c'est la quantité de mouvement du photon, donc est égale à H nu sur C. Donc ça, c'est dans le système du laboratoire. Maintenant, puisqu'on me demande de chercher le minimum d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les particules qui sont créées à l'état final sont créées au repos. Le minimum, c'est lorsqu'ils sont juste créés. Ça veut dire que j'ai une certaine énergie. Cette énergie, il va me donner à l'état final, à l'état initial, j'avais H nu plus le noyau. À l'état final, je dois retrouver le noyau et un électron et un positron au repos. Le minimum, c'est lorsqu'ils sont produits au repos. Donc c'est ça le raisonnement. Le minimum, c'est lorsqu'ils sont juste créés. L'énergie est suffisante pour les créer. D'accord? S'il y a un surplus d'énergie, donc l'électron et le positron, ils vont partir avec des énergies cinétiques. Or, si vous voulez, dans ce cas-là, je ne peux pas faire le raisonnement dans le système de laboratoire. Si je dis ça dans le système de laboratoire, ça veut dire que je suis en train de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si je dis, à l'état initial, j'ai un photon qui a une certaine quantité de mouvement différente de 0. Donc la quantité de mouvement total, elle est différente de 0. À l'état final, si je dis les particules sont créées au repos, ça veut dire la quantité de mouvement total de l'état final égale 0. S'ils sont au repos, ils sont créés au repos, ça veut dire que la quantité de mouvement égale 0. Donc je ne peux pas avoir P différent de 0 égale 0. Donc dans le système du laboratoire, je n'ai pas le droit de dire ça. D'accord? Je ne peux pas faire le raisonnement de cette manière dans le système de laboratoire. Donc je suis obligé de passer au système du centre de masse. D'accord? Le système du centre de masse, si vous en souvenez du chapitre 1, c'est un référentiel où on a toujours la somme des quantités de mouvement égale 0. Toujours, sigma dp égale 0. D'accord? C'est le seul référentiel, c'est pour ça qu'on choisit ce référentiel pour travailler. Donc c'est un référentiel où la somme des quantités de mouvement égale toujours à 0. Donc maintenant je dois faire ce raisonnement dans le système du centre de masse. Je n'ai pas le droit de le faire dans le laboratoire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer, j'ai ce système-là, ça c'est l'état initial, je dispose d'une certaine énergie, je calcule cette énergie dont je dispose dans le système du centre de masse. D'accord? C'est ce que j'appelle énergie disponible dans le système du centre de masse. Quelle est l'énergie totale que j'ai dans le système du centre de masse? Je ne la connais pas pour le moment. Je dois la déterminer. Je connais les choses dans le système de laboratoire, mais je ne connais pas ça dans le système du centre de masse. Donc je dois calculer cette énergie dans le système du centre de masse et je veux dire cette énergie dont je dispose, il doit me donner à l'état final un noyau plus 2 électrons au repos.
Dans ce cas-là, je peux le dire, parce qu'à l'état initial, le système du centre de masse, j'ai toujours sigma dp égale 0. À l'état final, j'ai la même chose, j'ai toujours sigma dp égale à 0. Donc je peux dire l'énergie dont je dispose à l'état initial, il doit me donner à l'état final un électron, un positron et le noyau. Vous voyez que c'est très simple. Maintenant, comment je dois passer, comment je dois faire ça, c'est ce que j'ai fait dans la série, le chapitre numéro 1. C'est la relation d'invariance. Si vous vous en souvenez, de la norme du quadrivecteur énergie-impulsion. D'accord, la norme du quadrivecteur énergie-impulsion, on avait dit E2 moins P carré C carré égale M0 carré C carré. C'est la relation E carré moins P carré C carré est égal à M0 au carré C4. M0 au carré C4, c'est la masse, c'est l'énergie de masse au repos du système. C'est une constante. D'accord? Ça, c'est l'énergie totale du système dans un référentiel. Et là, c'est dans le même référentiel. Mais je peux l'exprimer dans un autre référentiel. Ça, par exemple, ça, c'est le système du laboratoire. D'accord? Je peux l'exprimer maintenant dans le système du centre de masse. Je vais avoir E bar au carré égale moins P bar au carré C carré égale toujours M0 au carré C4. Ça, c'est la norme du quadrivecteur, il ne change pas. Je peux écrire ça dans n'importe quel référentiel gaïlien. Je prends n'importe quel référentiel, je peux écrire cette équation-là. D'accord? Ça, c'est la norme du quadrivecteur énergie-impulsion. C'est un invariant relativiste. Donc, c'est un invariant relativiste. Maintenant, j'ai tout simplement E carré moins P carré, dans le laboratoire, par exemple. Ça, c'est le référentiel R. E carré moins P carré C carré égale M0 au carré C4. Dans le référentiel R', c'est E' bar ou bien E' au carré moins P' au carré C carré égale M0 au carré C4. Donc, vous voyez que cette quantité est toujours la même. C'est l'énergie de masse du système au repos. D'accord? Donc ça ne varie pas. Donc automatiquement, je peux exprimer ça dans n'importe quel référentiel. Maintenant, si j'applique ça à mon cas, je connais le E dans le laboratoire, je connais P dans le laboratoire, mais je ne connais pas le E bar et je ne connais pas P bar. Dans le système du centre de masse, j'ai dit P bar égale la somme des quantités de mouvement. Toujours, c'est 0. Hadina égale 0. La somme des quantités de mouvement dans le système du centre de masse, c'est toujours 0. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester E bar au carré égale E carré moins P carré C carré. Vous voyez que j'ai déterminé maintenant l'énergie dans le système du centre de masse. J'ai maintenant l'énergie dans le système du centre de masse. Voilà, maintenant je n'ai qu'à remplacer, parce que moi, ce que je cherche, c'est cette énergie-là, E bar. C'est l'énergie dont je dispose dans le système du centre de masse. Donc, E bar au carré égale E au carré. E, on avait dit, c'est égal à quoi? E est égal à H nu plus M0 C carré. Dans le laboratoire, c'est H nu plus M0 C carré. C'est H nu plus la masse de ce noyau-là qui est le milieu. D'accord? Donc, est égal à H nu plus M0 C carré au carré moins P carré C carré égale égale H nu. P carré C carré égale H nu au carré. Donc, moins H nu au carré. Voilà l'énergie, le carré de l'énergie disponible dans le système du centre de masse. Maintenant, si je développe ça, donc j'ai H nu au carré moins H nu au carré, ça va partir. Il va me rester M0 au carré C4 plus 2M0 C H nu. Donc ça, c'est égal à E bar au carré. Donc voilà le carré de l'énergie totale disponible dans le système du centre de masse. Maintenant, cette énergie-là, E bar, ce n'est pas le E bar au carré. E bar, cette énergie-là, maintenant, cette énergie, il doit me donner à l'état final un noyau et 2 électrons. Il doit me donner, si vous voulez, M0 C carré plus 2ME C carré. Chaque électron a ME C carré. D'accord? Donc, il va me donner à l'état final au minimum. Ça, c'est le minimum. Donc, l'énergie, si vous voulez, disponible minimale, c'est lorsque de la quantité E bar, d'accord? Donc, l'énergie minimale, c'est lorsque E bar est égal à M0 C carré, il doit me donner à l'état final M0 C carré, ou il doit me donner aussi 2 électrons, plus 2ME C carré.
D'accord? Donc j'ai dit, donc je vais avoir E bar au carré, donc qui est égal de l'autre côté, ça c'est l'énergie disponible, qui est égal à M0, M0 au carré C4 plus 2H nu M0C doit être égal, donc normalement cette énergie-là doit être supérieure ou égale, donc égal c'est le minimum, d'accord? Le minimum c'est lorsque c'est égal, doit être supérieur à cette quantité-là, c'est-à-dire ce qui est produit à l'état final doit être supérieur à M0C carré plus 2ME C carré au carré, d'accord? Parce que ça c'est E bar égale ça. Donc le minimum, c'est lorsque ce E bar, là c'est le carré, maintenant là aussi je dois mettre le carré. Donc lorsque E bar est, si vous voulez, et lorsque c'est égal, il doit me produire les particules au repos. Si par exemple ce E bar est supérieur à ça, donc les électrons et les positons ils vont avoir des énergies cinétiques. Le minimum c'est lorsque c'est égal. D'accord? Donc obligatoirement, l'effet, il faut qu'il soit supérieur ou égal. Minimum c'est lorsque c'est égal. Minimum, c'est lorsque c'est égal. Les particules sont produites au repos. Mais si l'énergie est supérieure, je vais avoir les électrons qui vont avoir des énergies cinétiques. Mais seulement, la quantité de mouvement, c'est toujours zéro. Parce que tout simplement, s'ils ont des énergies cinétiques, il y a un électron qui va comme ça et l'autre, il va dans l'autre sens. La quantité de mouvement totale égale zéro. D'accord? Toujours, Gp, sigma dp égale zéro. Ça ne veut pas dire l'énergie cinétique égale zéro. Ce n'est pas la quantité de mouvement de chacun qui est nulle, mais c'est la somme des quantités de mouvement qui est égale à zéro. Mais le minimum, ils sont produits au repos. D'accord? Le minimum, c'est lorsqu'ils sont produits sans quantité de mouvement. Ils sont juste créés. Voilà, maintenant je peux, si je développe ça, ça va me donner M0 au carré C4 plus 4ME au carré C4 plus 4ME M0 C carré ME C carré. Donc ça doit être supérieur ou égal. Et là, de ce côté, j'ai M0 au carré C4 plus 2H nu M0 C carré. Donc ça, il va partir avec ça. Donc ce qui fait H nu doit être, ça c'est la variable, c'est H nu parce que M0 c'est une constante. Donc obligatoirement, il faut que H nu, maintenant parce que moi je cherche l'énergie minimale du photon. Donc il faut que H nu soit supérieur ou égal à, donc si maintenant vous développez, ça va me donner 4 ME au carré C4 sur 4 ME sur 2 M0 C carré. Où est-ce qu'il est? Donc ça c'est M0 C carré. Donc je divise par 2 M0 C carré. Donc H nu doit être égal à 4 ME C carré divisé par 2 M0 C carré plus de l'autre côté j'ai 2 M0 C carré. Voilà. Donc H nu M0 C carré, C carré. Parfois on l'oublie, donc vous l'ajoutez. D'accord? Donc voilà, donc H nu doit être supérieur à cette quantité si je veux avoir l'effet création de paires. Donc si H nu est inférieur, c'est impossible. D'accord? Je n'ai pas de conservation d'énergie, donc dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Donc il faut que H nu soit supérieur à cette quantité-là. Maintenant, je peux discuter en fonction des particules. Donc au voisinage, donc au voisinage du noyau, ça c'est le premier cas, si je suis en présence d'un noyau, d'accord, c'est-à-dire des atomes. J'ai un milieu, par exemple le fer, l'aluminium, le cuivre, le plomb. Donc si vous voulez, le gamma il entre et il rencontre des noyaux. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, le M0 C carré c'est très grand. Si je compare M0 devant ME, donc j'ai ME C carré égale 0,511. Donc ça c'est le carré, c'est-à-dire 0,511 au carré, ça va vous donner 0,0. Je multiplie par 2, ça va vous donner 0, etc. Donc si je le compare avec 2 M0 C carré, M0 c'est des noyaux. Le noyau le plus petit, j'ai dit, c'est le proton. Si je prends le proton c'est P égale 2000 fois, si vous voulez, la masse de l'électron. C'est-à-dire un GeV. D'accord? Ça veut dire 1000 MeV. D'accord? Donc si je divise 0,5 divisé par 1000, ça va vous donner 0,000, etc. D'accord? Donc c'est très petit. Donc cette quantité-là, elle est très petite si je la compare avec 2 M0 C carré. Ça c'est 2 fois 0,511, c'est-à-dire 1,022 MeV. Là c'est 0,00, etc. Et là c'est 1,022.
D'accord? Vous voyez que ça, c'est négligeable devant ça. Donc je peux dire, donc, au voisinage du noyau, il faut que H nu tout simplement soit supérieur, strictement. D'accord? Parce qu'il y a ce terme-là. D'accord? H nu doit être strictement supérieur à 2ME C carré, qui est égal à 1,022 MeV. Donc vous voyez que pour avoir effet création de paire en présence des noyaux, il faut que H nu soit supérieur à 1,022 MeV, c'est-à-dire 2 fois la masse de l'électron. Sinon, c'est impossible. Sinon, c'est ce qu'on avait dit au début. Donc il faut que H nu soit supérieur à 2m0 C carré. Parce que l'énergie va me produire 2 électrons. Où chaque électron, il a une masse m0 C carré. Donc obligatoirement, ça doit être supérieur à 2m0 C carré. Maintenant, au voisinage des électrons. Supposons un milieu où il y a uniquement les électrons et le photon il passe. Donc quelle est l'énergie qu'il doit avoir ce photon pour que je puisse avoir effet création de paire. Donc maintenant dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est en présence uniquement des électrons. Donc ça veut dire que ce M0 c'est tout simplement l'électron. D'accord? C'est 2ME C carré. Donc M0, donc dans ce cas-là, M0 égale ME. Je suis en présence des électrons. Donc si je remplace donc 4ME au carré C4 divisé par 2ME C carré. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 2ME C carré plus 2ME C carré, ça va me donner 4. Donc ce qui fait H nu doit être supérieur ou égal à 4ME C carré, c'est-à-dire 2,044 MeV. Vous voyez qu'au voisinage des électrons, il faut que l'énergie soit supérieure à 2 MeV et quelques. Sinon, la création de paire est impossible. Donc 1,022 MeV n'est pas suffisante. 1,022 MeV, c'est lorsque je suis en présence des noyaux. Donc voilà, ça vous l'avez en TD. Donc je ne sais pas, il y a des groupes qui l'ont fait, d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est supposé fait maintenant. Maintenant, on passe en termes de probabilité, c'est-à-dire quand est-ce que je peux avoir phénomène ou bien effet de création de paire, la variation avec l'énergie ou bien et en fonction aussi de Z. On constate que la section efficace, là aussi on ne la démontre pas, mais c'est quelque chose qui est proportionnel, comme vous le voyez, à Z carré. Ça veut dire pour que les photons de haute énergie interagissent avec un milieu, je dois choisir le milieu qui possède le Z le plus grand. Plus Z est grand, plus, si vous voulez, la probabilité d'avoir effet création de paire est possible. Et plus E est petite, plus, si vous voulez, ça diminue. Donc vous voyez qu'il est proportionnel à Z carré et il n'est pas écrit là-bas. Donc c'est proportionnel à log de E. D'accord? Proportionnel à log de E. Vous l'ajoutez. Les mains gauche, il faut qu'il l'ajoute. Je ne sais pas si pour le copier, s'il existe. Donc c'est proportionnel à log de E, ça veut dire que ça augmente avec l'énergie. Tout à l'heure, on avait vu que c'était inversement proportionnel à l'énergie. Maintenant, c'est proportionnel à l'énergie. D'accord? Ça veut dire plus l'énergie augmente, plus la probabilité d'avoir effet création de paire est grande. D'accord? Donc la probabilité, ça va être plus grande pour les E grandes. À un certain moment, le phénomène de création de paire, ça devient le mécanisme dominant, le mécanisme principal d'interaction, si vous voulez, des photons avec la matière.